Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire MHD Expert. Donc aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir avec nous NVIDIA pour parler de sujets autour du data center. Nous allons découvrir la solution de NVIDIA, comment elle répond aujourd'hui aux besoins et aux challenges qu'on rencontre sur le réseau data center. Donc on va parler automatisation, on va parler VXLAN, EVPN, télémétrie, donc tous ces sujets d'actualité qu'on retrouve aujourd'hui sur les réseaux data center. Donc, cette session sera enregistrée. Le micro de tous les participants est coupé pendant le webinaire. Bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, dans la partie Q&A. Donc, on va essayer de répondre à toutes les questions, soit en séance. Donc, si le temps imparti ne le permet pas, ben là, dans ce cas, on pourra répondre dans un deuxième temps à toutes les questions que vous allez poser pendant ce webinaire. Donc, à la fin du webinaire, un mail sera envoyé pour visualiser l'enregistrement de ce webinaire. Donc aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Franck, Sonia et Julien qui vont nous présenter leurs solutions. Nous allons les challenger pendant la présentation avec des questions techniques et je serai accompagné avec mon ami Driss pour faire cette animation. Donc encore une fois, l'idée c'est de rendre ce webinaire interactif. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les chats et puis on essaiera de répondre à un maximum de questions. Donc je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses très intéressantes à découvrir autour de la solution NVIDIA. Donc je vous propose de ne plus tarder, de rentrer dans le vif du sujet. Encore une fois, donc merci Franck, Sonia et Julien pour votre disponibilité pour préparer ce webinaire. Donc pouvez-vous, s'il vous plaît, commencer à nous présenter votre solution. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Hicham, Driss. Merci à vous pour nous avoir donné l'opportunité de présenter à toute la communauté MHD Expert en fait les solutions NVIDIA Networking, anciennement Mellanox. Donc vous avez la chance d'avoir une bonne partie de l'équipe France autour de ce webinaire, donc avec Sonia pour l'animation du channel, mais je laisserai effectivement se présenter tout le monde, ainsi que Julien sur la partie technique et moi-même sur la partie sales en fait pour la France. Sonia, Julien, à vous de vous présenter. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Sonia Cherrier, je suis responsable du channel, donc ça veut dire distribution et partenaire sur la France et le Sud-Europe. Donc voilà, sur toute la partie networking qui va être ensuite expliquée par Julien. Je reste à votre disposition, bien sûr, si vous avez des questions. Et de mon côté, Julien, donc avant-vente, ingénieur système, donc anciennement Cumulus, et donc NVIDIA à la fin. Bien, je te laisse commencer. Ok, ça marche. Ok, bah voilà l'agenda, donc on va essayer de garder ça interactif, ok. Donc on va essayer de prendre les questions au fur et à mesure ou à la fin, on va voir. J'ai une démo de prévue. Alors, elle ne fonctionnait pas il y a encore 1 heure, donc je tiens à excuser à l'avance, c'est des problèmes techniques, mais normalement ça devrait le faire. Voilà. Ok. Tu continues, Franck, ou tu veux faire un mot? Je vais faire la petite introduction, histoire voilà, d'annoncer un petit peu le préambule et surtout vous partager un petit peu. Je vous rassure, hein, c'est la seule slide sur laquelle je vais parler. Le reste sera dans les mains de Julien pour les aspects techniques et démos. Je voulais juste vous partager en termes de communauté technique un petit peu la stratégie et la vision de NVIDIA depuis le rachat de Mellanox et Cumulus il y a à peu près 1 année, un peu plus d'1 an. Donc la vision claire de NVIDIA dans cette acquisition était de proposer des solutions en fait un full stack NVIDIA de manière à accélérer en fait les applications et d'accélérer de manière globale en fait le data center par une partie
de compute, hein, sur la partie GPU où NVIDIA, effectivement, c'est l'ADN de NVIDIA, mais également de mettre de plus en plus de computing dans le network, hein, de manière à processer la data et surtout des microservices nécessaires en fait autant à la sécurité qu'à la virtualisation réseau, qu'au raccordement en fait aux solutions de stockage, de processer et d'offloader un maximum de mécanismes en fait du data center au niveau des équipements réseau, donc que ce soit sur la partie NIC en fait DPU, Data Processing Unit, et également sur la partie transport avec toutes les solutions en fait de commutation et d'automatisation liées à Cumulus, mais pas que Julien vous expliquera durant ce webinaire. Voilà, sur ce, voilà, je ne voulais pas prendre trop de temps, je laisse la main à Julien pour la présentation. Ok, merci Franck. Alors, on va faire ça en plusieurs étapes. Je vais aller volontairement vite parce qu'on n'a qu'une heure, il y a beaucoup de sujets intéressants à couvrir. Donc, je vais commencer par une petite preview sur la partie hardware. Non pas pour faire une présentation classique, mais pour expliquer des petites subtilités. Alors, Mellanox, pour ceux qui ne connaissent pas, Mellanox en fait en historique avec les technologies liées à InfiniBand. Donc j'explique un petit peu plus ça en détail après. Mais l'idée sous-jacente, c'est qu'il y a un savoir en fait sur des choses liées, donc, typiquement low latency, process des paquets et aux performances de manière globale. Tout ça pour dire qu'en fait, chez Mellanox, en fait, il y a un type d'ASIC, d'accord. C'est une ASIC qui s'appelle Spectrum, qui est divisé ensuite par génération. Donc, Spectrum 1, Spectrum 2, Spectrum 3 et Spectrum, donc la version 4 a fait sauter, Spectrum 5 l'an prochain. Donc Spectrum 1 date de 2015, Spectrum 2 2017 et Spectrum 3 de 2019. Donc une seule gamme, d'accord. Donc ça permet de faire des choses intéressantes. Donc par exemple, si je prends un exemple, aujourd'hui on parle du data center, on va parler du week-end VXLAN. Toutes les ASIC supportent VXLAN, ce qui veut dire que indépendamment d'un équipement qu'on va placer en spine ou en leaf, on sait faire encapsulation. Donc c'est une petite chose intéressante à garder en tête. Derrière, en fait, au niveau SDK, au niveau en fait de l'assemblage de la puce, on est sur la même technologie. On va juste avoir à chaque fois en fait du coup les capacités qui augmentent, donc typiquement sur le processing de paquets. Les latences augmentent, c'est pas une bonne chose forcément, mais les puces sont de plus en plus complexes, elles ont de plus en plus de taille. Donc là, on perd un petit peu en latence, hein, c'est un trade-off. Mais globalement, en fait, on va être capable sur du Spectrum 2 d'avoir des équipements qui vont monter jusqu'à 400 Go, ou Spectrum 3 aussi. Donc on va être capable d'avoir Spectrum 1 vraiment limité pour de l'entrée de gamme et Spectrum 2 et 3 pour faire de l'équipement vraiment data center hyperscaler. La Super Spine à 200, 400 Go, ce genre de choses. Julien, petite question. Oui. Spectrum aujourd'hui, et Mellanox en sens général, est-ce qu'il travaille désormais qu'avec le NOS Cumulus ou il continue à travailler avec d'autres NOS? Non. On a, je vais répondre très vite parce que j'ai une tonne de slides sur le sujet, mais là, globalement, en fait, on a 5 OS qui peuvent tourner sur du Mellanox. On va dans le détail après, principalement Cumulus, mais derrière, on a toute une famille d'OS orienté Linux open source qui tourne sur le matériel. Le matériel n'est pas verrouillé. C'est une autre question, c'est un point super important. Donc, je retrouverai en détail sur le sujet après. Très vite sur portfolio, ça peut être vu offline, c'est pas le plus intéressant de la présentation. On a des livres, des spines classiques, 100, 200, 400 Go. Et iSwitch à droite, ça veut dire quoi? C'est en fait, c'est principalement des ports en fait, à 200 Go pour surcharger en fait des NIC ou des smart NIC à 200 Go. Donc c'est vraiment pour des workflows liés machine learning, ce genre de choses. Le seul point intéressant du slide, en fait, à mon sens, c'est à gauche, on a donc cette gamme qui sont en fait des mini switch, une espèce de mini pizza box, donc semi-taille, semi-coup. Donc typiquement un SN2010, on est à 58 watts en consommation, on est à 90 watts pour du 94 watts pour du 2100. Donc en fait, on va être capable de faire sur un U,
en fait, pour un use case, on n'a pas besoin de 48 ports, on va être capable de mettre une spine et une leaf, ou accessoirement deux spines, deux leafs si on a besoin, sans avoir du gaspillage de ports en fait. Donc c'est semi-coût, semi-consommation électrique, et avec toutes les performances, enfin, toutes les features que j'ai évoquées avant, typiquement VXLAN, ce genre de choses. Typiquement, une SN 2100, donc on peut breakout, hein, donc le CERD il est à 64, donc ça veut dire quoi? C'est qu'on a 16 fois 100 gigas, donc potentiellement on peut faire le breakout et monter à 16 x 4, donc 64 ports. Voilà. On n'attend pas sur le sujet, ça peut être vu offline, je suis vraiment là pour la partie plus intéressante. Ouais. Intéressant de voir des switches qui supportent 16 ports, parce qu'effectivement, parfois, on n'a pas… Ce qu'on avait constaté, c'est que parfois, on installe des switches 48 ports et qu'on sent que la moitié des ports, parce qu'on n'a pas tous les serveurs, pas tous les attachements qui arrivent vers ce rack. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant. C'est très utilisé pour les petits / moyens use cases, donc HCI, storage, tous ces petits use cases-là, où on n'a pas, le réseau il est là, entre guillemets, parce qu'il est obligatoire, et encore une fois, comme tu le soulèves, on n'a pas besoin de 48 ports. C'est une gamme, c'est pour ça que j'hésitais à mettre ce slide, hein, mais c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément beaucoup sur le marché, et en fait… oui, mais c'est intéressant. Voilà, c'est intéressant, et comme j'expliquais, vu que l'ASIC, vu qu'on n'a pas des sous-ASIC ou qu'on a un seul type d'archi, ça veut dire que le switch il a de la latence. On peut faire du non-blocking, donc c'est intéressant pour certains types de déploiements. Pour terminer sur le hardware, donc, tout ce qui concerne, tout ce qui touche à l'ASIC, c'est toujours des conversations très académiques, hein, en fonction de l'interlocuteur avec qui on parle. C'est quelqu'un qui travaille chez un vendor ou pas, d'accord? Donc il y a toute une guerre sur les performances, ce genre de choses. On pourrait faire un webinaire dédié à ça, c'est pas vraiment le sujet d'aujourd'hui. Je vais juste mettre en avant une feature, une seule, qui est une des plus intéressantes, selon moi, du moins qui est une des plus intéressantes selon moi. Donc il y a plein de choses, hein. Je ne vais pas plus parler d'un latence, je vais vous parler du packet loss, ce genre de choses. Je vais parler très brièvement du buffering. Donc, globalement, en fait, il y a plusieurs types de… Alors pareil, hein, je ne suis pas là pour faire de polémique et quoi que ce soit sur les types d'architecture. Il y a plein de conversations en ligne sur les deep buffers, sur les shallow buffers, sur ce genre de choses. Chez Mellanox, en fait, pour le use case data center, donc sur ce qu'on fait à 100%, on a parti pris en fait d'avoir des ASIC de type fully shared, qui s'opposent à certains constructeurs qui, eux, font beaucoup d'ASIC de type core-based. Donc concrètement et très simplement en français, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que l'intégralité des ports ont accès à l'intégralité de l'ASIC. Exemple concret, dans le schéma en haut à droite, on a 3 machines à 100 Go. On va considérer qu'on est à 100 Go partout. On a 3 machines à 100 Go qui vont égresse du trafic pour égresse sur un port à 100 Go en destination parce que c'est un workload moderne avec Kubernetes, ce genre de choses. Quand on arrive dans des situations où en fait on va consommer on va avoir un microburst, on va consommer l'intégralité des remplacements disponibles. Votre switch il a deux options, soit on drop le trafic, soit on met en mémoire, on le bufferise, on attend que les ressources soient disponibles pour ensuite le processer. Donc, le fully shared buffer, ça veut dire que tous les ports ont accès au buffer. Là où le core based, c'est un type de basique dans la compétition, eux ce qu'ils font, c'est qu'en fait, ils ont des groupes de ports qui sont alloués, en fait, une partie du buffer est allouée à un groupe de ports. Donc vous allez avoir 4 ports qui vont avoir accès, par exemple, à un quart du buffer. Et le problème de ça, du coup, c'est que vous n'avez pas en fait une distribution égale en fait dans la distribution du trafic. Ce qui veut dire que typiquement, l'exemple le plus concret, c'est quand vous allez partager un gros fichier. Donc vous allez partager un énorme fichier, une énorme archive, et c'est là en fait que vous n'allez pas avoir la même répartition de trafic sur un port que sur les autres ports. Deuxième exemple qu'on voit, ça va être par exemple quand on fait on a un client qui va déployer que la moitié de son data center. Donc il a un switch 32 ports, il va déployer que 16 ports parce que il fait que la moitié du déploiement pour des raisons de contexte, d'accord. Avec un core based, si vous connectez que la moitié de votre switch, 16 ports sur un 32 ports, en fait virtuellement, vous allez caper votre ASIC par 2.
Donc, ce qu'il aurait dû faire, et ce qu'on a vu dans des déploiements sur le terrain, c'est qu'en fait, au lieu de câbler du port 1 à 16, il aurait fallu câbler le port 1, 4, 8, 16, et de l'autre côté, faire un déploiement avec 2, 9, 10, etc. Ça, on l'a déjà vu sur certains types d'équipements concurrents. C'est pour ça qu'il y a des équipements à concurrence. En fait, vous avez des gammes spécifiques au spine, parce que ce n'est pas des équipements qui sont bons en tort, tout simplement parce que, en fait, comme je l'ai évoqué, en fait, là, on va encapsuler, et là, on va envoyer du trafic. La répartition n'est pas bonne. Donc là, en bas à droite, ce que vous voyez, c'est le Tolly Report. Donc c'est assez connu. Hein. Ça se trouve en ligne. Il faut avoir les tests qui sont faits par un parti indépendant sur FXCI, genre de tests à différents paquets de size, etc. Donc une des grosses features de Mellanox, c'est cet aspect-là. Donc encore une fois, hein, c'est beaucoup plus complexe que ça. Je pourrais en parler longtemps. Là, l'idée, c'est vraiment de faire un aperçu très, très bref sur l'hardware. Je vais avancer sur la partie operating system, qui est personnellement ce que je peux faire un petit peu plus. Alors, donc, Open System, non, je ne vais pas lire le slide. Hein, donc, globalement, la stratégie, c'est d'avoir des switches qui ne sont pas verrouillés pour des systèmes. Donc, pour les c'est le cas pour les optiques, d'accord. Vous prenez des optiques que vous voulez. C'est le cas pour les systèmes. Donc, on peut mettre un Cumulus, on peut mettre un Onyx, on peut mettre du Sonic, on peut mettre quelque chose qui s'appelle Dent. Donc, on peut mettre plusieurs systèmes basés sur du Linux. Donc, les équipements ils sont sur du Spectrum, je vais vous parler. On va utiliser FRR dans la suite pour le routage dynamique, ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc, principalement aujourd'hui, pour un peu quand même recadrer la conversation, on va beaucoup parler de Cumulus. Hein. Là, je vais parler un peu globalement de toute l'offre, mais c'est beaucoup Cumulus qui est notre OS principal chez NVIDIA. Donc, Cumulus, en fait, il a une implémentation VXLAN et VPN qui est intéressante parce qu'elle est simple. Donc, c'est une des grosses forces de Cumulus. Le fait qu'on repose sur du Linux, ça ne veut pas dire qu'on est libre à nous-mêmes, d'accord. On a un OS réseau, donc derrière on a du support, on a du consulting, donc on a un support sur plusieurs continents, plusieurs time zones, et on a du service pro avec des gens qui font du design, qui déploient, qui livrent, etc. Donc il n'y a pas de, c'est une peur parfois qu'on trouve chez les personnes nouvelles dans cette approche, hein, c'est la peur d'aller sur un forum. Pour trouver des réponses, ce n'est pas le cas. Hein. C'est absolument pas le cas. Et enfin, l'unification, l'automatisation. Concrètement, en fait, hein, Linux est déployé massivement dans l'écosystème serveur. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir l'automatisation serveur, en fait, qui puisse être, en fait, comprendre aussi l'automatisation côté réseau. Si on fait du Ansible pour déployer son cloud privé ou son infra Linux, on aimerait bien mettre son réseau dedans, en fait. Et donc, Cumulus, donc j'en parlerai un peu plus en détail, mais Cumulus, c'est basé sur du Debian. Donc, ça veut dire que derrière, nativement, on va supporter tout l'écosystème Linux, donc sans modification requise. Donc, officiellement, enfin, non. Ça, c'est l'offre majeure, on va dire. Donc, Cumulus, c'est notre OS principal. Anciennement, il y a Mellanox, Onyx, donc, qui est basé sur un Linux, mais qui, en fait, aujourd'hui, vraiment axé petit déploiement. Donc, on va vraiment utiliser Onyx dans le cas où on a 2 switches avec du storage, ce genre de choses. C'est un Linux aussi. Hein. La différence notoire entre Onyx et Cumulus va être en fait, la stack VPN et VXLAN, qui est beaucoup plus riche sur Cumulus parce qu'il y a eu beaucoup d'investissements en R&D et en code qui a été fait dessus. Et enfin, Sonic. Sonic, je vais en parler très brièvement. Hop là. Donc pour les gens qui ne savent pas ce que c'est Sonic, c'est tout simplement l'OS en fait qui tourne sur Azure. Donc c'est une initiative de Microsoft. C'est 100% open source. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il y a des fabricants qui prennent la version open source et qui en fait vont mettre leurs briques à eux parce que les features sont manquantes. On voit un petit peu quand on touche au niveau 2 ou dans le Tor, il manque des features. Donc on voit des gens faire ça. Côté Mellanox, c'est pas notre approche. Enfin, Mellanox parce que les raisons sont correctes. C'est Mellanox, mais côté NVIDIA, c'est pas notre approche. On supporte la version communautaire, c'est-à-dire que on fournit du support, de l'accompagnement, du design. Mais voilà, toute la gamme Mellanox en fait tourne sur Sonic et on supporte. On a des principaux contributeurs du projet. Tout se trouve sur GitHub, tout est ouvert. Sonic, en termes d'abstraction, utilise quelque chose qui s'appelle SAI. J'en parlerai un petit peu, j'essaie d'en parler si j'ai le temps. Donc, globalement, SAI, c'est ce qui va permettre en fait, de Sonic de fonctionner avec plusieurs ASIC. Donc, ça va être un petit peu la couche
d'abstraction logicielle qui va permettre de parler à différents types d'applications. Il y a un très gros client français, donc c'est public, hein, c'est sur le site de NVIDIA ou Cumulus. Il y a un très gros client français qui utilise Sonic. En production, ils ont plus de 2000 switches, donc ça existe. C'est pas juste un projet open source qui ne décolle pas. À côté de ça, oui. Marc, on a du mal à t'entendre. Est-ce que c'est à cause du casque? On t'entend, mais c'est vraiment un petit peu compliqué. Ah, pardon. Ça doit être mieux maintenant, je pense. Ça devrait être mieux. Ah oui, c'est clair. C'est beaucoup mieux. Désolé, j'étais pas sur le bon micro. Les joies du live. Ok, j'espère que, au pire, hein, posez-moi la question. Hein. S'il faut revenir sur un point, il n'y a pas de souci. Ah, c'est mieux. Ok, très très brièvement, encore une fois. Désolé, hein, j'ai l'impression d'être un peu en speed. C'est juste que j'aimerais bien gérer, me présenter pas mal de choses. Il y a un projet qui s'appelle Dent. Donc, j'en parle très 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 rapidement, tout simplement parce que c'est vraiment axé hyperscaler. L'idée, c'est vraiment de montrer en fait qu'on supporte différents types de systèmes. Donc, Dent, c'est quoi? C'est un projet 100% libre. Donc, en fait, Amazon contribue énormément à ce projet, tout simplement parce que ils n'ont sûrement pas envie, vu leur taille, en fait, d'aller chez un fabricant classique, un vendeur classique pour acheter des boîtes noires. Donc, la grande différence, en fait, de Dent comparé, par exemple, à un Cumulus, ça va être quoi? Ça va résider, en fait, beaucoup sur comment on parle à l'ASIC. Parce qu'en fait, c'est un petit peu le nerf de la guerre, en fait. Hein. On va le voir après dans l'architecture de Cumulus. L'idée, c'est d'avoir un Linux accéléré. Ce qu'on veut, c'est vraiment accélérer le processing de paquets, en fait, du data plane. Donc, typiquement, voilà, on voit un peu à droite, ce slide est juste pour cette petite capture d'écran. Donc, Mellanox contribue. Donc, on contribue au kernel Linux, d'accord, activement, tout simplement parce que l'idée d'un projet comme Dent, c'est d'avoir en fait un équipement, donc un switch, ok, un Linux avec en fait du code kernel où on va mettre le driver et ensuite toute la stack logicielle qu'on veut. Donc un OS type Linux qu'on veut, d'accord, donc Debian, Red Hat, ce que vous voulez. Et derrière, en fait, on va mettre du FFR, du BERT, ainsi que toute la suite logique de logiciels. Mais l'idée, en fait, ça va être qu'avec Dent, on va se passer en fait de l'abstraction nécessaire entre votre switch et le SDK. C'est-à-dire que à la fin, vous avez votre ASIC, il y a un SDK pour le contrôler. La question, c'est comment ça fonctionne. Donc, côté Dent, en fait, donc pour faire ce projet, on contribue en fait à introduire du code dans le kernel Linux pour pouvoir en fait présenter le switch derrière un système Linux userland avec des interfaces de type NetDev. Donc c'est-à-dire c'est complètement transparent en fait pour le userland derrière. Je vais en parler un petit peu plus en détail de tout ça pour la partie Cumulus. Gardez en tête que là, ce que je présente, là, ce que je parle là, la partie Dent, c'est vraiment un use case très très particulier. Dent, ça n'a rien à voir avec Oni? Non. Alors, je vais en parler. J'ai l'impression de répondre. Désolé, j'ai l'impression que je me répète. J'ai un slide qui explique exactement qui répond à la question. Oni, c'est uniquement le bootloader. Hein. C'est vraiment le morceau de code qu'on met sur un switch et qui lui va juste avoir un minimum de user Linux pour pouvoir récupérer un ISO, installer un OS sur un switch en fait. C'est vraiment c'est un bootloader, c'est comme un grub sur un Linux. Donc c'est vraiment comment dire, juste un bootloader d'équipement en fait. Dent, c'est utilisé donc aujourd'hui principalement avec Amazon, et je sais qu'il y a une très grosse référence d'une banque qui utilise ça, mais c'est vraiment utilisé pour des usages d'hyperscaler. Hein, donc j'en parle pour l'historique un petit peu, puis pour l'intérêt du webinaire, mais il n'y a pas d'intérêt massif. Donc, je vais me recadrer sur Cumulus, hein, c'était l'idée du webinaire. Donc, pour répondre à la question Oni, donc en fait, Cumulus, à l'époque de Cumulus, ce qu'il a fallu faire, donc l'idée c'était de prendre une Debian, d'accord, mais en fait, de faire tourner cette Debian sur un switch, donc 48 ports, 32 ports, donc avoir un Linux sur un switch avec plusieurs ports, accéléré, d'accord, matériellement. Mais en fait, il a fallu ajouter des briques manquantes, parce que par défaut, il y a pas mal de choses qui étaient absentes. Donc, on parlera après de la partie accélération matérielle, ce qui est la plus importante. Mais au-delà de ça, donc, premièrement, Oni.
Donc ONI, c'était un produit enfin du moins c'était du code, un projet pardon il y a Cumulus qui était release après en open source pour lancer l'initiative sur d'autres projets. Donc ONI, encore une fois, c'est ça, c'est juste ce morceau c'est juste ce bootloader en fait qui permet de télécharger un OS, qui peut être Cumulus comme qui peut être Sonic ou n'importe quoi. Donc c'est vraiment juste un bootloader. Donc c'était la première étape dans ce qui a été publié dans l'open source. Ensuite, il y a eu ifupdown2, donc qui est un package, un point .deb, c'est un package Debian tout simplement. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est un Français qui s'appelle aussi Julien qui est derrière. ifupdown2, c'est quoi? C'est juste un network manager qui fait que, en fait, quand vous voulez mettre une description sur une des interfaces de 48 ports, vous n'avez pas nécessairement envie de redémarrer tout le réseau comme sur une Debian classique. Donc, en fait, ifupdown2, c'est juste pour avoir une gestion fine des interfaces réseau, en fait, sur un switch. Donc, ça, c'est une petite brique. Une autre brique, VRF. Alors, il y a, pour la partie VRF, là, sur le slide ECMP, il y a des blogs très bien faits, des billets, pardon, sur le blog de Cumulus qui sont très, très bien faits, qui expliquent ça. Donc, VRF, très, très, très rapidement, c'est un constraint réseau classique, côté réseau, d'accord, pour la segmentation au niveau 3. Côté Linux, il y a eu plusieurs implémentations qui ont été faites de VRF de manière un petit peu flat. Après, ça fait des namespaces. Donc, il y a eu plusieurs implémentations qui ont changé en fonction des années, des versions de Linux. Et en fait, à la fin, une des implémentations de Cumulus en fait, a été poussée upstream et c'est cette version qui a été gardée. Donc, pourquoi? Principalement pour une raison de scaling et de charge, en fait. Tout simplement parce que on avait pas mal de prérequis en fait, pour des questions de charge réseau, tout simplement. Encore une fois, c'est vraiment des questions liées au code. Il y a un blog qui explique vraiment très bien, c'est un article qui explique vraiment très très bien les évolutions. ECMP, pareil, au niveau du canal Linux, c'est des contributions Linux, Cumulus qui ont été ensuite contribuées. Et enfin, pour terminer, très important, donc on utilise FRR pour la partie routage. Donc, toutes les briques manquantes liées à EVPN, MPLS, on les a forcément comité upstream, sachant qu'on a un des développeurs principaux qui est anciennement employé Cumulus, donc employé NVIDIA maintenant. Donc l'idée, c'était de garder une priorité, entre guillemets, sur les features importantes de EVPN. Donc, je parlais tout à l'heure, par exemple, très brièvement de multi-homing. C'est quelque chose qui est depuis longtemps. Donc l'idée, c'est de s'assurer que le cycle de feature, en fait, est assez rapide pour les demandes qu'on a. Alors, au niveau Cumulus, l'architecture. Donc, c'est vraiment un point vraiment important dans la compréhension de l'open networking. Vous avez votre switch, d'accord? Vous avez vos front ports, vous avez votre ASIC. Au-dessus de ça, donc, vous avez un système, un Linux, d'accord? Donc ça, c'est vraiment l'architecture Cumulus. Donc, vous avez votre kernel qui est là pour détecter le matériel, d'accord? La gestion des utilisateurs, la mémoire, la RAM, la même chose, pardon, le CPU, ce genre de choses. Les constraintes réseau, d'accord? Toutes les structures réseau de niveau 2, niveau 3, ce genre de choses. Et ensuite, vous avez votre userland. Là, vous allez installer vos logiciels, vos softs, vous allez exécuter vos scripts et ce genre de choses. Le kernel Linux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est capable de faire du forwarding et du bridging depuis 20-25 ans. Okay, donc, en fait, ce qui se passe, c'est que, à la différence d'un Debian classique, on a un démon en background, d'accord, switchd en haut à droite. On a ce démon qui est là pour faire la synchronisation entre l'état kernel et en fait l'ASIC. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que typiquement dans FRR, si on ajoute une route dynamique, on annonce un préfixe en BGP, ce genre de choses, d'accord? Donc on va faire ces commandes-là. Ça va en fait être installé dans le kernel via un framework qui s'appelle Netlink, d'accord? Netlink, il est juste là pour parler entre le userland et le canal land. Il prend les messages et les installe. Et en fait, le démon switchd, lui, il va juste faire du snooping. Il va juste intercepter ces messages Netlink. Et quand il va en intercepter un, en fait, il va l'installer dans la ZIC. C'est-à-dire que du coup, vous avez une synchronisation qui est faite sur une entrée ARP ou sur un préfixe IP entre le kernel Linux et la ZIC. Inversement, si vous branchez un câble et que
votre port, il apprend une adresse MAC, ok, même cheminement inverse. Ça va remonter en fait au kernel Linux, mais entre-temps, ça va être intercepté du coup et installé. Donc, voilà le fonctionnement, pareil, très haut niveau de comment ça fonctionne. C'est très important parce que si on regarde, bon, je ne vais pas citer de nom, mais il y a typiquement un vendeur très classique qui, comme beaucoup de gens en fait, prétendent utiliser Linux dans leur système, ce qui est le cas. Il utilise Linux, mais jusqu'à un certain niveau en fait. C'est-à-dire que au lieu de faire comme nous, d'utiliser en fait, d'utiliser le noyau Linux pour les opérations de bridging and forwarding, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils réinventent la roue dans un binaire fermé propriétaire, forcément, qu'ils mettent dans leur userland. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ils bypassent complètement le kernel. Donc, dans l'absolu, en fait, ils utilisent un Linux comme un bootloader. C'est-à-dire que leur Linux, il est là pour, encore une fois, pour les opérations de base, c'est-à-dire mémoire, CPU, droit utilisateur, ce genre de choses, mais c'est pas leur kernel en fait, c'est pas le kernel Linux qui est en charge en fait de faire le forwarding, bridging et opération réseau. Donc c'est fondamentalement important parce que dans l'absolu, cette partie-là propriétaire, ça casse un peu en fait l'idée sous-jacente de l'open source en fait, c'est-à-dire que la maturité qu'on a avec le kernel Linux, elle est très difficile à égaler en fait en étant un constructeur propriétaire. Il y a forcément moins de développeurs qui travaillent sur ce blob propriétaire que de nombre de gens qui utilisent Linux au quotidien ou qui développent dessus en fait. Donc ça veut dire que d'un point de vue typiquement de features, quand il faut implémenter des nouvelles choses, il faut inventer dans son coin. En termes de sécurité, typiquement, on voit très régulièrement des CVE qui tombent un peu partout sur tout un type de protocoles divers et variés. Le fait d'avoir une visibilité sur le kernel Linux et sur FRR, en l'occurrence, ça nous évite toutes les mauvaises surprises et en fait, ça nous met en avant en fait, pour ce genre de choses. Et au niveau innovation, c'est pareil. Au niveau innovation, si demain, ce qu'on a déjà vu, quelqu'un qui a besoin spécifique sur MPLS ou sur le segment de routing ou sur des choses un petit peu spécifiques ou nouvelles ou ce genre de choses, un patch qui est mis sur GitHub sera potentiellement accepté très rapidement. Beaucoup plus rapidement chez un fabricant ou si vous êtes un petit client ou s'il n'y a pas un gros client qui a la même besoin de la feature, potentiellement vous ne l'aurez pas ou dans longtemps. Voilà. Donc je vais très très vite encore une fois, mais c'est vraiment une différence fondamentale en fait entre utiliser Linux et en fait fonctionner intégralement sur Linux pour la partie vraiment cœur du système. Un des gros avantages de ce mode de fonctionnement, le nôtre, ça va être dans la partie virtualisation. Donc Cumulus a ce qu'on appelle Cumulus VX, c'est une machine virtuelle. C'est gratuit. C'est uniquement là pour du test, d'accord? Donc c'est vraiment là pour faire du lab. Donc encore une fois, c'est gratuit, c'est vraiment, il n'y a aucun aspect commercial derrière. Le fait d'avoir un modèle comme j'ai expliqué, comme ça, c'est-à-dire que si vous enlevez l'abstraction matérielle et si vous enlevez le matériel, votre système il se comporte encore bien. Si on prend ce modèle-là et que vous enlevez, forcément, vous enlevez la couche matérielle, ça va nettement moins bien se passer. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la machine virtuelle qu'on propose, le data plane va fonctionner. Donc concrètement, sur un fabricant, beaucoup de fabricants ont des machines virtuelles, d'accord? Donc on peut lab. Le control plane marche toujours bien. Faire du BGP, ça marche toujours bien. Par contre, quand on va injecter du trafic, ça va être un petit peu plus compliqué. Nous, dans notre cas, en fait, on n'a pas vraiment ce problème. Et ça nous permet, du coup de faire de la simulation vraiment avancée. Donc concrètement, quand on a un POC avec un client, on va design, on va tout lab. Donc le client, il teste, il casse, il se familiarise avec. Et une fois qu'il est content, il signe un PO. Et en fait, une fois que son matériel arrive chez lui, il est à l'aise, il est entraîné et en fait, il maîtrise son infra. Il n'y a pas de surprise en fait. On arrive vraiment à faire du 1 pour 1. C'est-à-dire que quelque chose de bête comme même le nom d'interface va être identique en fait. On va pas avoir. Alors moi, j'ai beaucoup utilisé GNS3. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font du Eve. Enfin, il y a plein de solutions, hein, mais on va vraiment en fait avoir. Le but, c'est vraiment de se rapprocher au plus près possible de ce qu'on va avoir au niveau matériel. Donc, c'est vraiment intéressant pour le training, mais surtout pour du déploiement et de la simulation. Et on va voir après pour l'automatisation, justement, dans l'intérêt que en fait, ce système a pour en fait, faire du test. En parlant de ça, je vais
parce que c'est un petit peu long. Alors, ça marchait, encore une fois, ça marchait pas. Il y a eu un petit problème ce matin. Bien. Je vais créer une. Oui. Cette VM, elle est disponible, elle est disponible à tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde peut la télécharger. Oui, oui, oui. Il faut. Alors, ça a changé avec les sites internet, ont sûrement changé avec le rachat de Nvidia, mais oui, c'est gratuit. Je pense qu'il faut juste créer un compte. Mais oui, oui, la VM est gratuite. Pour les gens qui utilisent quelque chose comme Vagrant, par exemple, en une commande, c'est installé. Donc, ouais, il n'y a aucune restriction, il n'y a pas de souci. D'accord, donc on Aucun peut souci. te retourner plusieurs VM pour pouvoir simuler en fait ce qu'on souhaite faire dans notre data center, quoi. C'est exactement ça. Donc, les clients, petits ou moyens, ce qu'ils font, c'est qu'ils simulent et ils s'entraînent. Nous, c'est aussi pour du POC, hein, pour valider que VPN, ça fonctionne et que ce n'est pas, entre guillemets, juste que du slide marketing. Concrètement, alors vous pouvez télécharger la VM, vous pouvez la tourner sur votre machine, sur votre laptop, sur vos serveurs, etc. Ce que vous pouvez faire, ce que je vous encourage à faire, c'est d'aller sur r.nvidia.com, d'accord. Donc là, je suis logué, hein, j'ai créé un compte, invité comme n'importe qui du webinaire peut le faire. Et en fait, dessus, c'est une interface de lab. Donc en fait, quand je vais, donc là, je vais créer une simulation. Et en fait, qu'est-ce qui va se passer? Là, je vais en fait créer une sim qui va me générer un environnement spine and leaf que je vais vous faire voir immédiatement. Hop là. Si je ne l'ai pas perdu. Voilà, c'est ici. Donc là, en fait, on va créer cet environnement. D'accord, on va un clic. Donc tout ça, c'est des machines virtuelles. OK. On va pouvoir les administrer en GUI. Donc dans le navigateur, il y a une console en JavaScript, mais on peut sinon prendre un terminal et les administrer. Donc là, en fait, j'ai lancé la création voilà, de cet environnement qui est par défaut. C'est du spine leaf, il y a 4 spines, il y a 8 leafs, il y a des borders et du firewall. Il y a les liens physiques, virtuels forcément. Donc, c'est des liens UDP pour info, mais ce n'est pas vraiment important pour l'explication. On a un serveur de management et on a un switch out of band. D'accord. On va attendre. Voilà. Hop là. La topologie est ici. OK. Donc là, en fait, il est en train de. Donc, il n'a pas terminé, ça prend une minute. Il est en train de monter. Ça prend une grosse minute. Il est en train de monter toutes les machines. Donc, on l'a vu dans mon slide, hein, c'est très rapide. Hein, ça prend quelques secondes à booter. Et en fait, une fois qu'il va avoir terminé, je reviendrai et on va lancer en fait ensemble un Ansible et on va déployer une infra VPN symétrique, par exemple, en fonction de l'humeur ou autre chose. Et on va regarder un petit peu comment ça fonctionne très rapidement. Donc, le kernel Linux, j'en parlais, donc il sait faire du routage, du bridging. Par contre, il ne sait pas faire toute une série de protocoles qu'on va avoir besoin pour faire du design type VPN, type OSPF, BGP principalement. Hein. Donc, on se repose sur FRR, d'accord. Donc, comme j'expliquais, on a 4 des contributeurs, dont les leaders, hein, qui sont anciennement employés Cumulus, donc de facto employés NVIDIA. Et ça nous permet en fait de garantir en évolution vraiment en fait de manière permanente dessus. Sachant que FRR est utilisé dans beaucoup d'autres projets. Il faut bien le savoir. C'est utilisé pour d'autres solutions, même des DOS, root server, ce genre de choses. Petit slide au hasard pour ceux que j'ai mis là, pas obligatoire, mais pour les gens qui ne savent pas. FRR possède son propre CLI. Donc, tous les gens qui sont habitués à Cisco, potentiellement, pour avoir une expérience très, très similaire, en fait, très similaire avec VTYSH, qui est donc le VTY de FRR. Donc, c'est intéressant pour les gens qui sont habitués, qui ont des mécanismes qui sont habitués à Cisco. Très rapidement, pareil, je peux en parler plus longuement. Donc, l'idée, encore une fois, c'est d'avoir l'accélération matérielle. Hein. Donc, on va avoir un démon principal, d'accord, qui est Zebra, qu'on voit donc ici. OK. Zebra, lui, en fait, une fois qu'on lance FRR, c'est lui qui est lancé. Si on a configuré BGP, il va lancer un sous-démon BGPD. Si on a configuré SPF ou SPFD, etc. Donc, vous avez compris. Mais en fait, ça va être notre RIB. Donc, si on a un préfixe, le même préfixe appris par plusieurs protocoles, c'est lui qui va prendre la décision de qui est le mieux, qui est le meilleur chemin et pourquoi. Une fois qu'il a pris sa décision, il va l'installer donc dans la FIB, d'accord. Donc jusque-là, rien de nouveau. La différence notoire, comme j'expliquais, que donc il y a cette interception qui est faite
par switchd, d'accord. Donc, il va intercepter il va sniffer les messages Netlink et en fait, il va du coup synchroniser ça sur la ZIC comme j'expliquais. Et c'est comme ça qu'on va être capable de faire du line rate, d'accord. Donc, on va pouvoir forwarder à vitesse matérielle. Donc, 95% de nos déploiements, c'est de l'EVPN, d'accord. Donc, on sait faire du symétrique. Alors, asymétrique, on n'en fait plus, mais on sait faire. Globalement, récemment, donc on a sorti multi-homing. Donc, j'en parle un petit peu après. Au passage, je vais juste regarder où en est ma démo. OK, c'est chargé. OK. Je fais une petite parenthèse, elle est chargée. Une fois qu'elle est chargée, en fait, vous avez deux options. Parce que ça, vous pouvez vraiment le faire vous-même après pour manipuler, pour vous amuser. Soit vous configurez tout à la main. Alors, première chose à faire, je le ferai après. Soit vous configurez tout à la main, ce qui peut être bien pour s'entraîner quand on ne connaît pas du tout. Ce que vous pouvez faire, c'est choisir un scénario et le déployer pour pouvoir valider que tout fonctionne et faire des vrais tests. Donc là, à gauche, vous avez ce menu, d'accord. Donc là, on va mettre symétrique. OK, on va déployer donc l'VPN symétrique. Donc là, il est parti, il en a pour 2-3 minutes. Donc ce qui se passe là, en fait, c'est que sur le serveur de management, il a fait un git clone. Il allait récupérer en fait ce projet qu'on a en ligne qui s'appelle Golden Turtle. En fait, c'est un module Ansible qui est mis à disposition gratuitement en fait aux utilisateurs, aux clients et plus globalement aux curieux en fait. Donc là, on a donc un module Ansible qui est prêt à l'emploi. Donc il a 4 scénarios, pardon. Donc centralisé, LDONI, symétrique et multi-homing, donc qui est le dernier en date. Et en gros, là, en fait, ce qui se passe, c'est que le consulting en général notre service consulting va se baser dessus pour adapter aux besoins du client. Donc en fait, le code est prêt. On va juste aller dans l'inventaire, par exemple, on va aller là en symétrique. Et là, on va avoir nos listes de serveurs qui est déclarée. Tac. Hop là. Et on va avoir en fait dans un répertoire bien précis la configuration qui est faite. Donc si je vais je vais vite forcément, mais je pense que c'est assez simple à se balader dans l'architecture. Donc là concrètement, on va avoir toute notre configuration qui est prédéfinie. Donc là, on va avoir par exemple en exemple les VLAN, les subnets associés aux VLAN, d'accord. On va avoir ici par exemple les VNI associés, aux VLAN. Donc là, on peut changer selon nos besoins en fait. L'idée, c'est vraiment de fournir quelque chose qui fonctionne prêt à l'emploi pour du test. Donc là, en fait, en déployant le scénario là, ça a juste fait un clone, ça a juste rapatrié en fait ce repo sur GitLab. Et en fait, c'est ce qu'on va regarder un petit peu après. Hop. Je reviens sur ma démo, sur mon slide que j'ai perdu. OK. Donc, VXLAN VPN, donc voilà, c'est 95% de déploiement qu'on a aujourd'hui. Donc, la chose intéressante liée à Cumulus, il y a une feature très, très intéressante qui s'appelle BGP Unnumbered. Alors, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu des RFC, j'ai vu Cisco qui l'a implémenté à moitié, pas intégralement, ils ont oublié une petite partie. Mais c'est une feature qui est vraiment, vraiment intéressante. Donc, concrètement, je pars du postulat que tout le monde est à l'aise avec les fabriques CLOS et VPN. On a besoin d'un protocole dynamique, d'accord, pour faire notre fabrique. Plutôt que de définir à la main tous nos SH30, nos SH31 et nos peer-to-peer, en fait, ce qu'on veut, c'est monter des sessions BGP entre deux équipements sans spécifier l'AS et surtout sans spécifier en fait l'adresse IP et sans avoir ce besoin d'avoir un mini subnet. Donc, comment ça marche? Alors, je vais avancer sur mes slides. Voilà. Donc, au niveau conf, ça marche comme ça. Donc, on crée notre AS, OK. Et là, en fait, on va monter une session en spécifiant le nom de l'interface et ensuite, on va spécifier si c'est de l'interne ou de l'externe. Après, discussion EBGP, IBGP, ce n'est pas vraiment le thème d'aujourd'hui. On préconise EBGP, mais tout ça, c'est pareil, c'est ouvert à discussion. Mais ce qui est important de retenir ici, c'est que pour l'automatisation, en fait, hop là, pardon. Bon, j'ai pas mon bon slide. Mais au niveau d'automatisation, en fait, vous voyez, on n'a pas besoin de définir pour chaque ligne une adresse IP du voisin, une numéro d'AS. Donc, en une commande, on est capable de monter une session. Donc, comment ça fonctionne? Je reviens en arrière, hop, parce qu'il n'y a pas de magie, c'est pas de la magie noire. En fait, comme vous le savez, toutes les interfaces montent avec des IPv6 de type link local, donc qui ne sont pas routables. En fait, on va utiliser ce mécanisme intelligent
pour monter une session BGP avec ces éléments. Donc, concrètement, on va avoir deux équipements qui vont avoir une IPv6 de link local, OK. Ils vont envoyer un message pour se découvrir, neighbor discovery, neighbor announcement, etc. Tout ce mécanisme de découverte. Et en fait, quand ils vont se découvrir, ils vont échanger leurs adresses IPv6 classiques. Et en fait, ils vont monter un tunnel IPv6 avec ces adresses. Et dans ce tunnel IPv6, ils vont échanger leurs adresses IPv4. Voilà. Donc, c'est assez élégant. C'est assez élégant parce que ça part de mécanismes existants, en fait. Hein. C'est juste une petite brique qui a pas eu besoin de réinventer toute la roue. Mais concrètement, comme j'expliquais, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que au niveau de l'automatisation, c'est super simple. Ça nous permet en fait de faire de la conf vraiment, vraiment agréable. Il y a une RFC1 qui est dessus, hein, c'est ouvert, donc c'est pour ça qu'on voit d'autres fabricants qui sont en train de l'implémenter à leur tour. Et pareil, ça nous évite du coup de maintenir ces subnets qui sont potentiellement interminables sur des grosses fabriques. Donc, ce qui change en fait dans cette configuration, c'est juste que je déclare en fait les voisins, les interfaces avec lesquelles je connecte les spines. Juste la tienne. Ouais. Là, si tu es une leaf, tu vas juste dire ou une spine, pardon. Peu importe en fait. Tu peux être indépendamment une des deux. Tu vas juste dire OK, bah en fait, sur ces interfaces-là, j'ai un voisin qui parle BGP. Et ce sera de l'externe, donc du EBGP. On va le voir dans la petite démo qui va être terminée maintenant. Après, peut-être, parce que là, effectivement, on simplifie beaucoup l'automatisation. Peut-être rajouter un password sur les sessions pour sécuriser un petit peu ces ouvertures, on va dire, dynamiques des sessions BGP et éviter que si quelqu'un rajoute un switch. L'idée, c'est comment se prémunir contre un switch qui n'est pas censé participer à l'échange fabrique VXLAN. C'est un très bon point. C'est un très bon point. Alors, nativement dans la commande, là vous voyez, hein, c'est des commandes CLI. Hein. Il faudrait que je regarde dans la dernière version. Il me semble que ça a été implémenté. Par défaut, on peut. Hein, par défaut, on peut naturellement gérer toute l'authentification BGP. Hein, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une bonne question. J'ai jamais eu le cas avant, en fait. Tout simplement parce que on a ce tiers de confiance un petit peu considéré par défaut, en fait, hein, dans la fabrique. Mais je vais regarder. On va regarder dans la démo si je pense que ça a été implémenté. Je vais regarder dans la démo si c'est des paramètres à ajouter. Mais dans l'absolu, manuellement, on peut le faire. Pas de souci, bien sûr. Après, moi, j'ai une autre question sur la partie traceroute support. Tu peux donner plus de détails? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, parce que là, j'imagine qu'il y a le CMP. C'est quoi? C'est une commande spécifique qui va dire, comment est-ce qu'on arrive à savoir par quel lien physique, sachant que les interfaces sont, on va dire, de type unnumbered. C'est quoi? C'est de l'OAM, des choses. En fait, on va savoir, en fait, le next hop, il est le next hop est là. Sur le slide, hop là. Le next hop, en fait, c'est le CMP, d'accord, effectivement, qu'on va faire une fabrique. Donc, les éléments, les VTEP, donc du coup, vont annoncer leur lookback. Pour chaque lookback, on fait le CMP. Donc, on a plusieurs chemins avec les mêmes poids pour les joindre, d'accord. Et en fait, on va simplement apprendre les préfixes. On va simplement apprendre via BGP les lookbacks en ayant en next hop une IPv6 par interface différente. On va le voir, on peut le voir, on peut le voir plus concrètement dans la démo si vous voulez. Ok, on fera ça après. Ok. Ouais. Je fais un petit peu. N'hésitez pas à m'interrompre pour le temps parce que j'ai vraiment peur de vous prendre un petit peu trop de temps. Mais on va regarder. Alors, ma démo est prête. Ok, c'est terminé. Il y a juste une petite étape manuelle, malheureusement. On a un prérequis pour des certifications de sécurité où maintenant, à l'installation d'un Cumulus, on est obligé de changer le mot de passe par défaut. Ok, bon, ça ne va rien changer pour la démo. Ok,
Là, je vais activer SSH. Alors, pour info, dans mon profil, j'ai mis, je vais faire très rapidement, dans mon profil, j'ai mis une clé SSH, d'accord? C'est parce que je n'ai pas envie d'utiliser le GUI en web, je trouve ça pas très agréable. Hop. Donc là, on est connecté sur quoi? Sur un. Alors, là, on est donc, c'est une page web. Donc là, en fait, le SSH que j'active, hop, et là, il va nous amener ici. Il va nous amener sur OOB serveur, d'accord? Donc pour le management, ok. Exactement. Ce OOB serveur est connecté à un switch OOB également. Et pour simplifier l'image, on ne le voit pas, mais tous les équipements, serveurs compris, d'accord, Spine, Leaf et serveurs sont connectés via étage 0 sur ce switch. Du coup, c'est de l'OOB classique, d'accord? Donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir les configurer. Donc, c'est par là qu'on va pousser un cible et… Voilà. Donc là, hop, donc là, il y a les infos, hein. Là, il y a un petit bouton pour faire un copier-coller rapide, mais là, j'ai les infos. Hop. Ok, donc là, je suis sur Out of Band Management Server, d'accord? Donc là, en théorie, si je fais un ping sur Spine 01, ok, Spine 04. Bon, tout ça, c'est encore une fois, hein, c'est du Out of Band, bien sûr. Hein. Là, je suis sur serveur Out of Band. Donc, en fait, en cliquant sur le petit bouton que vous avez vu tout à l'heure, j'ai déployé ce scénario. Donc, il m'a configuré partout. Il m'a fait un git clone de Ansible et il m'a déployé mon VPN symétrique. Bon, on va regarder ça. Donc, typiquement, laissez-moi partager vite fait mon écran pour vous donner un petit aperçu. Tac, tac, tac. Juste pour vous donner très, très, très brièvement un aperçu des ranges d'IP, genre de choses. Voilà. Donc là, on a 6 serveurs. Alors, je sais que ça ne pas très bien. Et puis, j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, pour ça. Ça va? OK. Donc, vous voyez, on a 6 serveurs, on a 3 VLAN et on a 2 VRF. VRF red, VRF bleu. Donc, serveur de 1 à 6. OK. Serveur de 1 à 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a des firewalls qui sont pour le leaking. Je n'ai pas vérifié si ça fonctionnait, mais ça devrait. Donc, 4 spines, comme j'ai dit, et 8 leafs. Les borders étant aussi des leafs, bien sûr. OK. On a vu voilà, les subnets. Alors, c'est du 10.1. 10.1 plus VLAN ID. Donc, 10.1, 10, 10.1, 20, 10.1, 30. Et après, on a de 101 à 106. Donc, je vais aller sur mon serveur 1. Hop. On va vérifier que tout se passe bien. Oui, question? Donc, le 10-20, il est dans la VRF 1 et le 30, c'est ça, dans la VRF 2, c'est ça? On a la VRF C'est ce qu'il me semble red. avoir vu. Ouais, voilà, c'est ça. Et de mémoire, si ça n'a pas changé, on a une segmentation. Donc, en théorie, je n'ai pas vérifié avant la démo, ce sera la surprise, mais en théorie, si tout se passe bien, la VRF bleue, voilà, la VRF bleue n'a pas accès à la VRF red. C'est pour simuler deux tenantes et deux clients, quoi. Alors, on va regarder les adresses. Donc là, je suis sur serveur 1, OK. Donc, il y a plein de choses, lookback. Étage 0, c'est le management, on s'en moque ici. Ici, en fait, il y a un banding qui est fait sur ETH1 et ETH2 et qui s'intitule Uplink. Donc, on va juste s'intéresser à lui. Uplink, OK. Il a une adresse de type 10.1.10.101. Donc, c'est l'adresse IP de serveur 1. Alors, je sais que là, son copain, sur l'autre rack, en niveau 2, hop, il est serveur 4. Il doit être 10.1.10.104. Donc, je vais vérifier déjà pour 10.1.10.104 pour vérifier qu'il n'y ait pas de… Bon, a priori, tout s'est bien passé, j'ai de la chance. OK. Donc là, en théorie, on a du L2VNI sur 2 racks, d'accord, qui fonctionne. Rien de très compliqué jusque-là. On va aller regarder sur une leaf comment ça se passe. Hop. OK, on va aller sur une leaf. Et malheureusement, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas couvert, hein, mais je vais aller assez vite. Alors, comment ça se passe ici? On va faire un net show BGP sum, d'accord? Donc là, on va regarder au niveau BGP ce qui se passe. Donc là, en fait, on a une session BGP avec leaf 2, qui est le copain, parce qu'en fait, on est double attaché hein, avec du mlag. On a du BGP également avec toutes les spines, d'accord? On voit les préfixes appris, préfixes envoyés. On a les AS number. Donc, tous les spines sont sur, c'est peut-être des choses évidentes, mais tous les spines sont sur le même AS number.
D'accord. L'histoire de MLAG, en fait, le MLAG, il a besoin d'établir une session BGP. Donc, ça, c'est la première fois que je vois. Donc, oui, effectivement, c'est des routages, c'est des routages niveau 3, mais il y a aussi, j'imagine qu'il y a de niveau 2 entre les deux. Ouais, en fait, le MLAG, on peut faire plusieurs choses. MLAG, on peut le faire du niveau 2 avec ou du niveau 3. C'est-à-dire que là, on va faire de l'Anycast pour, en fait, vu que c'est du VPN symétrique, d'accord, on va avoir une adresse de passerelle Anycast qui va être portée, en fait, sur chaque couple de MLAG. Donc, en fait, MLAG, il est capable de faire purement du niveau 2 ou du niveau 3. On peut faire du MLAG bête, entre guillemets. Ma question, c'est pourquoi j'aurais besoin d'avoir une session BGP entre mes deux livres, puisque j'ai pas d'agrégation de route. Je ne vois pas trop l'intérêt d'avoir cette session BGP entre mes deux livres. Si tu perds un montant du livre vers le spine. Ouais, en gros, c'est pour après. Ben, normalement, ils sont censés de passer par l'autre équipement. Le H, ça dépend. Au niveau Ça dépend par où tu arrives. Côté H, niveau 2. Je sais pas, enfin, c'est pour couvrir des 4 pannes, j'imagine, c'est ça. Enfin... Pour moi, tu passes au niveau 2, hein, tu arrives vers le premier, même s'il n'y a pas de lien. Normalement, s'il n'y a plus le lien, en fait, il faut que cette session MLAG, il faut que ça tombe. Mais en niveau 3, si tu es en niveau 3, si tu fais du routage inter-VXLAN ou inter-VLAN, en fait, dans l'idée, c'est pareil. Donc, en fait, ton leaf va être en premier hop. C'est lui qui va router vers une autre leaf du moins pour le VTEP. Ce que tu veux, en fait, c'est que ton couple de MLAG, lui, soit… en fait, ce que tu veux, c'est que ton MLAG, il s'échange des informations de routage qu'il a appris, en fait. C'est-à-dire que ton leaf 1 et leaf 2, il soit capable, en fait, d'avoir les mêmes infos à partir du moment où tu vas faire du routage entre tes VXLAN. Je pose la question autrement. Imaginons que l'IF 101, il n'a pas une patte vers un serveur 01. C'est-à-dire, je vais continuer à recevoir, et à partir de serveur 4 qui est à droite, donc je vais envoyer le trafic vers l'IF 1. Normalement, je pourrais faire juste de niveau 2 pour aller vers l'IF 2 et descendre vers le serveur 01, mais j'imagine que dans la solution Cumulus, c'est que le LIF 101, quand il reçoit le trafic, il sait qu'il n'a pas la patte vers le serveur 01. Il monte un autre tunnel VXLAN pour aller vers le LIF 02 pour descendre. En fait, les LIF, donc encore une fois, MLAG, tu peux faire en niveau 2, en niveau 3. Quand tu fais en niveau 3, comme c'est le cas ici, tu vas avoir tes adresses de passerelle de VLAN qui vont être portées, qui ensuite vont être en Anycast, du coup. Sachant que en fait, ton serveur, il est double attaché au LIF, il est en LACP, donc il peut arriver sur LIF 1 ou LIF 2. Ce que tu veux, c'est synchroniser, en fait, tu veux synchroniser tes routes, en fait. Tu veux synchroniser tous les routes que tu as appris du LIF ou du l'autre en cas de panne, en fait, tout simplement. D'accord. On peut en parler offline si tu veux. Ouais. On en parlera. Ça marche. Pour donner ça, j'arrive pas. N'hésitez pas à m'interrompre parce que il est déjà. On arrive. Je vais essayer de faire encore 2-3 minutes si c'est OK pour vous et on peut conclure. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais. Très bien. OK, très bien. Très bien. Très bien. Voilà, donc là, je faisais juste un exemple, je faisais juste un aperçu de monter les sessions BGP. OK. On les a donc en IPv4 et là avec les adresses family de type EVPN, d'accord. Donc là, je vais aller très vite dans un problème de temps, bien sûr. Mais si je peux typiquement vérifier les VNI qui sont configurés. Voilà, donc on va avoir des VNI de type L2 et L3. Donc le L3 pour le routage inter-VLAN, on en a un petit peu parlé juste avant, d'accord. Donc là, on va avoir nos VNI. Si je regarde l'étape de routage, je vais faire un NetShow BGP. Donc là, je vais avoir la table de routage par défaut. Donc c'est là où je vais avoir tous mes VTEP, d'accord. Là, il n'y a uniquement que mes VTEP, pas de souci. Je peux faire la même chose, NetShow BGP, mais cette fois-ci pour EVPN. C'est-à-dire que là, je vais voir mes adresses MAC, forcément. BGP EVPN route, hop. Donc là, je vais avoir tous mes routes BGP. Bon, je vais filtrer. Je vais dire en type 2, par exemple, parce que c'est plus simple. Donc là, je vais avoir
Donc, toutes mes routes EVPN, d'accord. Et si j'aurais dû le noter avant, autant pour moi. Ah ben non, si je voulais retrouver mon copain, par exemple, 101, tac. Là, je vais bon, c'est ça, là, mais je le fais très rapidement. Mais là, typiquement, je vais trouver mon annonce avec mon adresse MAC et l'adresse IP en Serge 32. D'accord. On peut voir la configuration rapidement d'un livre? Ouais, bien sûr, bien sûr. Hop, c'est plutôt simple, hein. Ouais. Donc, on va avoir des VRF. Donc là, je l'ai dit, je n'ai pas testé, mais normalement, c'est ça l'idée derrière, hein, c'est d'avoir 2 VRF pour simuler 2 clients différents. C'est vraiment simple, hein. Donc là, on a le BGP pour l'IPv4, l'adresse family L2VPN. Là, on a une ligne qui annonce les VNI, les VNI du système qu'on a configuré. Je n'ai pas fait voir aussi ce qu'il faut regarder. En fait, il y a 2 fichiers importants. Donc, il y a le fichier, ça c'est la configuration FRR. Donc, c'est le réseau. Hein. Donc, c'est là on a nos VRF et puis notre BGP. Et on va avoir notre interface réseau. Donc, je peux faire un CAT ou je peux me faire un if query. Hein. Il y a plusieurs options, mais peu importe. Donc, c'est là où je vais avoir mes interfaces, mon banding, LACP, lag. Oui, tout à fait, oui. C'est là où on va avoir, par exemple, sur un VLAN, on va avoir l'association VLAN avec VRF et au-dessus, on va avoir un VXLAN, lui, par exemple, là, VNI, VXLAN qui est associé, donc 10 associé au VLAN 10. C'est là où on va voir l'association. Voilà un petit aperçu très rapide. On va faire un dernier truc, parce que sinon ça va durer trop longtemps. J'ai pas le temps de faire tout ce que je voulais, malheureusement. Je fais une dernière démo d'un truc qui est sympa, donc pour montrer que l'automatisation, c'est un peu, comment dire, la nouvelle méthode de faire du déploiement. On va casser un spine, ok. Donc typiquement sur mon leaf, ok. Donc comme je l'ai dit, je suis au BGP sum, j'ai, pardon, on va mettre comme ça. Donc, je suis sur leaf 1, d'accord. J'ai 4 sessions BGP sur les spines parce que j'ai 4 spines. Jusque là, pas de problème. Tiens, je vais lancer un ping de l'autre côté aussi, par l'occasion. Mais bon, ça c'est en ECMP, donc on ne verra pas forcément la casse. Je vais aller sur une spine, je vais la casser, d'accord. Spine 1. Ici, je vais aller sur serveur 1 et je vais lancer un ping comme j'ai fait tout à l'heure sur serveur 4. OK. Je vais lancer un ping serveur 1, serveur 4. OK. Là, sur ma spine, je vais la casser, c'est-à-dire que je vais enlever la configuration. Netdel all. OK. Donc là, j'efface la conf. Donc, naturellement, à ne pas faire en prod, hein, on est bien d'accord. OK, donc là, je casse ma spine. OK. Ça va être assez vite. Et là, on va voir que ma leaf, du coup, j'ai une session qui va être cassée incessamment sous peu. Voilà. Là, vous voyez que spine 1 est caput. OK. Normal. Pas de souci. OK. Et sur my spine, je vais vérifier. Netshow BGP. BGP ne tourne pas. Là, en fait, mon net, je n'ai pas expliqué, netdel all, enfin, comme le nom l'indique, hein, j'ai enlevé la conf, on est en conf défaut. Donc, il n'y a rien, quoi. Donc, forcément, là, j'ai une spine en moins. On va vérifier encore, mais du coup, session active idle, pas de souci. Concrètement, là, l'idée, c'est de dire, tiens, là, c'est une panne, ou alors, il y a des mécanismes plus intelligents pour faire des upgrades, des montées de version. Mais là, avec l'automatisation, par exemple, je vais retourner sur mon management et je vais pousser ma configuration. Donc, en fait, là, le répertoire Cumulus Ansible Module, c'est ce que le bouton a téléchargé tout à l'heure. Hein, ça vient de GitHub. OK. Donc là, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais faire mon Ansible Playbook. OK. Je vais lui donner l'inventaire. Donc, l'inventaire, là, c'est EVPN, on avait dit symétrique. D'accord. Je vais lui dire un playbook. Donc, des playbooks, j'en ai pas 50. Vous allez voir, j'ai deploy, ping test, print variable, readme. Donc là, c'est deploy, tout simplement. Et là, en fait, hop, là, je vais vous faire voir très rapidement quand même. Le playbook, il fait quoi, vous voyez pour les hosts, spine, leaf, bordure, firewall, il va installer tout ça. Port, interface,
FRR, backup, hostname, SSH, vous avez compris. Hein, chaque rôle, c'est une option. Donc là, je vais gagner du temps. Je vais juste lui dire, oui, il y a des tags qui sont associés au rôle. Bon, là, ce qui m'intéresse, c'est juste les interfaces et le routage. Le reste, on va dire que ça ne m'intéresse pas. Donc là, je vais Ansible Playbook, j'ai mis l'inventaire, j'ai mis le Playbook, pardon. Je vais le mettre. Je vais juste mettre Spine 1 parce que les autres, et je vais mettre un tag. Je vais lui mettre FFR et interface parce que les backups. Tiens, j'ai oublié. Naturellement, l'effet de démo, j'ai oublié quelque chose. Bon, peu importe. OK. OK, j'ai oublié un S. J'ai oublié un S ici, à mon avis. Hop. Voilà. Voilà. Pluriel, c'est mieux. Playbook, on a dit deploy. On va dire spine 1 et en tag, on va mettre FFR et interfaces. Donc, je vais agrandir pour qu'on voit mieux. Voilà. Donc là, on va dire qu'on est dans l'urgence, on a fait une bêtise en prod et puis c'est un peu le drame. Donc là, on va juste monter ces deux modules rapidement. Voilà, donc en fait, il pousse le fichier. Enfin, avant, il regarde s'il existe. Voilà, donc là, il a poussé les fichiers. Qui sont les templates derrière, on va regarder, mais ce n'est pas des fichiers plats. C'est ça qui est bien, c'est que c'est intelligent. C'est que derrière, je vais vous faire voir après rapidement. Et là, on a redémarré FFR. OK. Donc là, il a terminé. Donc là, en théorie, sur ma LIF 1, ma session BGP, voilà, vous voyez, 16 secondes. Tac. Ah mince, j'ai pas été malin. Bon, c'est pas grave. Si je fais un net show route, là, on voit. Attendez, comment j'aurais pu faire ça? Comment j'aurais pu faire ça? OK, on va faire autre chose. Tac. L'adresse IP qu'on avait sur mon serveur, on va la trouver. On va faire un net show EVPN ARP cache. Donc là, c'est l'ARP version EVPN, d'accord? VNI 10. Tac. Ça, c'est juste une commande bête pour trouver toutes les adresses ARP niveau EVPN. Donc on voit que ma fabrique, elle a appris 101 et 104, et pas les autres parce qu'il n'y a pas eu de trafic réseau, il n'y a pas eu de ping, il n'y a pas eu de trafic réseau, il n'a pas encore appris les autres, il n'y a pas eu de Gratifius ARP. On voit que sur une adresse IP, vous voyez, la 101 par exemple, on voit le VTEP. Elle a pris sur ce VTEP, d'accord? Sur mon LIF 1, on va regarder les routes qu'on a pour ce VTEP, donc dans la VRF par défaut de BGP, ok. Tac. Ouais, donc là, on voit, donc ça répond un peu à la question de tout à l'heure, que sur la route du VTEP, d'accord, on a en fait 4 entrées qui sont des next hop. Donc là, on a la RIB et le FIB, ok, avec des next hop qui sont des adresses IPv6 et qui sont liées intrinsèquement aux interfaces. Entre parenthèses, on a LLDP qui tourne par défaut. Donc du coup, on peut même vérifier. Si je fais un net show LLDP, on va voir que, vous voyez, de LIF 1, je suis connecté au spine avec les interfaces 51, 52, 53, 54. Et dans ma table de routage qu'on a vu ici, ok, on va voir que mes next hop en IPv4, vous voyez, ils ont tous une adresse IPv4 demi, c'est-à-dire que c'est pas une adresse valide, hein, forcément, parce que derrière, c'est en IPv6 en fait, affecté à une interface. Voilà. Donc voilà et donc voilà, donc ce que je vous faisais voir, c'est qu'on a on fait de l'ECMP, vous voyez, donc on a 4 chemins pour joindre un VTEP. Donc là, encore une fois, hein, si je vais sur mon spine et que je casse mon spine, comme j'ai fait il y a quelques instants, ok, forcément, la fabrique va enlever la route hein, dès que la session BGP, elle va casser. Là, bon, je pense pas qu'on a perdu de ping, mais encore une fois, hein, c'est le SMP, donc si ça tombe, il passait par une des 3 spines différentes. Donc ça servait probablement à rien, mais c'était juste pour l'effet démo. Julien, ce scénario que tu viens de montrer, on peut l'envisager quand on souhaite faire des upgrades. C'est-à-dire que je peux casser la configuration d'un spine. Tu peux faire beaucoup mieux. Avec FRR, tu as une RFC qui a été implémentée qui s'appelle Smart Shutdown, non, Graceful Shutdown. Ouais, et en fait, vous connaissez, hein, j'imagine. Du coup, tu peux dire intelligemment décharger les préfixes avant de faire tes maintenances. Sachant que maintenant, avec Cumulus, il y a une feature qui a été faite qui surpasse tout ça, qui permet de faire du smart warm-up.
Donc l'ASIC va garder en fait les états quand on va redémarrer le système en fait. Donc ça, c'est encore la feature J'aime pas plus trop avancée. la complexité cachée. Je préfère faire un graceful shutdown ou carrément supprimer la conf, quitte à perdre un ping et faire la mise à jour comme il faut et après démarrer. Et ouais, on peut faire ça. Ouais, ça me paraît une bonne procédure à recommander. Ouais. Mais ouais, non, enfin, autrement, il y a voilà, comment dire. Bon, c'est des tests basiques, hein, ce que j'ai fait là. On pourrait faire des choses plus poussées, hein, bien sûr, mais là, l'idée, c'était juste de. Ouais, voilà. Donc là, on a juste nos trois ex-stop. Il y a pas mal de choses que je voulais faire voir. On pourra le faire une autre fois. On a un produit qui permet de faire du monitoring. Donc là, j'ai des commandes qui auraient pu me dire session BGP qui a cassé il y a 5 minutes, etc., etc. Donc je pense que pour le temps qui reste, c'est-à-dire dans le passé, on va peut-être s'arrêter là, à moins que vous êtes OK pour continuer quelques minutes. Mais Je ne sais pas si on peut le voir, mais juste un petit peu de télémétrie. Est-ce que ça, c'est possible? bien sûr. BGP Numbered, OK, on en a parlé. Très brièvement, c'est pas que du marketing. Hein. La CLI change. Cumulus 5.0 arrive cet été, fin juin. Il y a une CLI plus moderne qui arrive avec des vrais API RESTful derrière. Donc, niveau automatisation, ça va permettre de faire des choses vraiment, vraiment puissantes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que potentiellement, ce slide il sera plus à jour dans pas longtemps. Mais globalement, enfin, la conf, elle est simple. Ouais. C'est dommage, j'ai pas le temps de parler de tout ça. Il y a tout bien dans FFR, c'est que vous voyez, avec vos préfixes, vous avez directement le nom à cause d'une RFC, encore une fois. Vous avez le nom de l'équipement voisin. Et en fait, avec BGP, vous pouvez savoir pourquoi un chemin a été choisi, là en vert. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant pour troubleshooting, en fait, avec ECMP, forcément moins. Mais ça permet de voir vraiment pourquoi un préfixe a été installé ou pas. Télémétrie, OK. Alors, Mellanox a une feature au niveau SDK qui est en fait qui s'appelle WJH pour What Just Happened. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand un paquet est droppé, la ZIC va émettre un message de la raison du pourquoi le paquet en question a été droppé. Donc il va nous indiquer si c'est du niveau 1, donc avec un SFP défaillant, et qu'on a des checksums CRC qui ne sont pas bons. Au niveau 2, il va être capable de nous dire si par exemple, enfin, du moins, l'exemple concret en niveau 3, il va nous dire par exemple là si on a une route manquante, qu'on blackhole, si on a une ACL, ce genre de choses en niveau 4. Donc c'est quelque chose qui est très utilisé pour la télémétrie parce que ça permet en fait de identifier le route cause très rapidement en fait. Ces messages remontés, vous avez plusieurs possibilités. Soit on les consulte à la main. Je switch mes slides. Donc là, en haut à droite, c'est pas nécessairement le mieux, mais c'est une feature qui est gratuite, hein, donc il n'y a pas de souci. Soit vous l'envoyez dans un outil open source, Grafana par exemple, c'est super utilisé, donc tout ça fonctionne, hein, c'est pas très dur à implémenter. Ou ce qu'on préconise, ça va être de l'implémenter avec NetQ, qui lui sait faire nativement. Donc NetQ, c'est quoi? NetQ, en fait, c'est une solution qui va avec Cumulus, enfin c'est indépendamment de Cumulus, hein, mais c'est une solution de télémétrie. Ça c'est dommage, je voulais en parler, on n'aura pas le temps. Voilà. NetQ, en fait, c'est tous les switches Cumulus ont un agent embarqué. Et en fait, NetQ, lui, c'est un serveur qui va récupérer ces agents tous les 10 secondes et qui va enregistrer les états réseau. Et en fait, il va être capable de typiquement de remonter dans le passé. Donc on peut faire un trace route maintenant. Et on va pouvoir faire du moins consulter l'état d'un trace-route à minuit, par exemple, et voir les diffs. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, on va être capable de détecter tous les éléments, tous les événements de la fabrique. Donc là, ce que j'ai fait là, donc je voulais le démo là, mais on n'a pas trop le temps malheureusement, mais typiquement, on aurait pu, je vais me faire jeter par mon timeout, mais typiquement, on a cette commande NetQ qui permet en fait de faire un état des lieux de l'infra. Donc là, typiquement, pareil, là, on voit que on a l'intégralité des sessions BGP de notre fabrique, et là, on voit en rouge qu'il s'est passé des choses. Donc, on voit que, en fait, NetQ a détecté qu'il y a eu des problèmes dans la fabrique. Hop. Donc, en fait, on a cette solution, en fait,
hop là. On a cette solution qui permet en fait de détecter les incidents, donc au niveau routage, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai fait des tests, hein, j'ai cassé ma spine à plusieurs reprises. Donc Netcube, lui, donc là, j'ai fait une commande qui s'appelle Netcube check BGP, et lui a été capable en fait de me dire, bon, bah voilà, là, j'ai la liste suivante des sessions BGP qui ont été cassées, vers la bordure, vers des autres leafs, parce que oui, spine, oui, j'ai cassé spine 1. Donc logiquement, voilà, c'est pour ça que j'ai ces pierres-là qui sont cassées. Donc c'est un outil qui est consultable en CLI, mais c'est aussi consultable en GUI. D'accord. Donc je vais m'arrêter là. Je vais juste vous faire voir l'interface, à quoi ça ressemble. Tac. Très rapidement, hop. Donc on peut le faire en CLI, comme j'ai dit, et on a cette interface web qui permet en fait de faire la même chose. Donc l'idée, ça va être de superviser la fabrique avec des choses plus intelligentes que SNMP en fait. Donc on va avoir la topologie. Hop là. Donc ça, c'est détecté automatiquement par LLDP en fait. Hein. Donc encore une fois, on a ce petit démon sur les switches qui lui va détecter en fait ses voisins. Et en fait, ce graphe-là, il est fait en fait dynamiquement. Pour être honnête, c'est pas la feature la plus utile de l'outil, mais c'est toujours intéressant de l'avoir. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on va être capable en fait de trouver. En fait, tout fonctionne par système de cartes, d'accord. Donc donc les cartes, on peut les grandir. Là, on va voir tous les incidents qui sont passés sur la fabrique, d'accord. On va pouvoir ajouter des cartes sur les équipements. Par exemple, si on surveille un équipement précis, tac. On ajoute une carte, on va pouvoir superviser un équipement. C'est intéressant, mais ce n'est pas non plus les choses les plus intéressantes. Ce qui est vraiment intéressant, ça va être, donc, il y a une option qui permet en fait de faire des snapshots. Donc en fait, on va créer un snapshot, par exemple, avant un upgrade. OK, test 1. Tiens. Vu que la télémétrie, on va lui dire, par exemple, fais un snapshot comme c'était tout à l'heure. Hop là. Ça devrait marcher en théorie. On peut faire un snapshot, donc on enregistre l'état réseau à un moment T. Là, admettons, je vais sur l'infra, je casse un switch, je refais un snapshot. Tac. On va intituler, bon, part du postulat que j'ai cassé un truc, hein, bien sûr. Test 2. En fait, une fois que c'est fini, je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un compare, en fait. Et lui, il va être capable de me dire, exactement, tout bêtement, lui va me dire, bah, il y a X sessions BGP qui sont différentes. Il y a X, en fait, ce qui est intéressant, ça va être beaucoup les adresses MAC, les adresses IP, pour voir ce qui est apparu ou disparu hein, de la fabrique. Hein. Et pour terminer, il y a une carte qui est très intéressante, qui est de la validation. Donc là, on va être capable de valider. Hop, c'est ici. Là, je vais dire sur la validation sur BGP, sur VXLAN et OSPF. Oh, pas OSPF, on s'en fout. VPN, tac. Je vais le lancer. Et là, il va me lancer des tests pour voir est-ce qu'il trouve de la casse, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est quelque chose que je pourrais lancer, automatiser, puis dire, vas-y, lance-moi ça. On peut mettre des schedules, hein. Lance-moi ça toutes les heures, toutes les demi-heures. Donc pour du NOC, c'est intéressant. Et enfin, il y a une feature qui est assez récente qui permet de faire de l'upgrade. Je ne préconise pas encore parce que c'est une feature assez récente et je pense que c'est encore nous préconiser de faire ça entre guillemets encore à la main, mais l'idée, ça va être de faire ça intelligemment en fait via une interface web. Voilà. Très bref, hein, je suis désolé, le temps est passé très vite. J'aurais voulu parler de multi-homing par exemple, plus en détail parce que c'est quelque chose de récent qui permet de se passer de MLAG justement, qui interrope entre plusieurs fabricants. Mais dans l'absolu, on pourra faire un webinaire plus tard et puis on pourra aborder ces autres sujets-là, je pense, si ça vous intéresse, bien sûr. Automatisation, bon, je vous ai parlé marketing, hein, on l'a déjà fait, je vous ai fait quelques tests. Juste pour terminer sur l'automatisation, l'idée, donc ce que j'ai fait là, l'idée c'est d'avoir en fait faire du CI/CD, c'est-à-dire qu'on va mettre des tests, dès qu'on va faire des changements sur notre fabrique, d'accord. Admettons, je suis sur mon serveur ici, je vais aller faire des changements sur par exemple, un morceau de configuration. D'accord, tout ça, c'est du template. Derrière, en fait, ça va déclencher, ce qu'on veut, c'est déclencher des tests automatiques. Donc, je vais vous faire voir je vais m'arrêter là, promis, juré. Ça, c'est
l'infra que j'ai des POP, d'accord, par défaut. Donc, les gens qui utilisent ça, les collègues, ils ont un CI/CD. Donc, dès qu'ils font des changements, ça va générer une série de tests, d'accord. Ici, ça, c'est parfait. Enable NTP, par exemple. Donc, là, c'est un commit. Vous voyez, donc là, c'est juste quelqu'un qui a rajouté NTP parce que manifestement, c'était oublié quelque part. Ok, super. Donc, en fait, dès qu'il a fait le changement dans Git et qu'il a commit dans Git, pardon, via un worker, en fait, ça, sur GitLab, ça a déclenché en fait toute une série de tests. Donc, pour parler plus en français, ça veut dire quoi? Ça veut juste dire que derrière, hop, ça a exécuté toute une série de... Hop, et là, je ne retrouve plus, naturellement. Tac, ça va. Hop, je ne retrouve plus la bonne page, bien sûr. Bon, en gros, en fait, à chaque étape, on va valider, on va exécuter des scripts pour, voilà, c'est ça, pour valider que tout se passe bien. Donc, première étape, monter l'infra virtuelle, okay, basé sur des machines virtuelles, donc VX que j'ai montré. Il va monter le serveur de management. Là, on va monter le réseau. Et c'est là, en fait, où on va mettre des scripts. Donc, on peut faire un script bête à base de ping, à base de hyperf, à base de ce qu'on veut, en fait, hein, de netqueue, comme j'ai fait voir. Et l'idée, vous voyez, c'est de remonter du vert et du rouge et en fait, de limiter le facteur erreur humaine, en fait, hein, le travail collaboratif entre plusieurs ingé réseau, en fait, hein, quand on fait des changements. Voilà un peu pour, écoutez, voilà un petit peu pour, bon, j'ai un peu bâclé la fin, hein, voilà un peu pour moi. NVIDIA, on a parlé NVIDIA VX, c'est gratuit en ligne, vous pouvez le télécharger. Cumulus Niveau Cloud, donc R, d'accord, ce que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est gratuit, donc utilisez-le, c'est vraiment un produit sympa, même pour faire des tests réseau, c'est vraiment agréable. Ça peut être familiarisé, c'est un outil vraiment puissant et rapide, donc je le préconise pour les gens qui s'intéressent. Et après, au besoin, contactez-nous si vous êtes intéressé. On fait des bootcamps, des formations, des trainings, ce genre de choses. Voilà pour moi. Désolé hein, pour le temps, hein, c'est un petit peu traîné, désolé, mais c'est un peu l'effet là-bas, je pense. Ça marche. Merci beaucoup hein, pour cette présentation qui était assez claire. De mon côté, j'avais juste une question. Donc là, c'est porté maintenant de faire le lag en fait sur plusieurs switches en utilisant oui. D'accord. Oui. Pour multi-homing permet maintenant, alors, hop là, multi-homing permet maintenant de plus faire de MLAG. Donc, il y a plein d'avantages. Hein, donc, MLAG, c'est toujours propriétaire chez chaque fabricant et c'est pas interop. Donc, c'est un peu pénible. Donc là, en fait, EVPN peut résoudre ce problème avec les nouveaux messages qui sont 1 et 4. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, par défaut, on utilise 2, 3 et 5. Et là, en fait, avec 1 et 4, on va être capable, en fait, de connecter plus de 2 switches. Donc, est-ce que ça a un intérêt? Donc, je n'ai pas eu d'use case à 3 switches, mais pourquoi pas à 3 Tor. Mais en fait, ça permet de libérer les ports en fait, d'uplink hein, qui coûtent cher, forcément. C'est interop avec d'autres fabricants. Et c'est beaucoup plus élégant, en fait, hein, parce que ça nous enlève une techno niveau 2, en fait. Hein. Voilà. D'accord. Et j'ai la deuxième question. Est-ce que ce que tu viens de nous montrer ici, est-ce que c'est interopérable avec d'autres constructeurs? Parce que apparemment. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Sous réserve, alors, sous réserve, bien sûr, que l'autre constructeur respecte les standards VPN, mais c'est le cas, dans la majorité des cas. Hein. On connaît quelques-uns, en fait, et testés, c'est-à-dire une solution testée, Cumulus avec quelques constructeurs. T'en connais, en fait, ou pas? Ça a coupé un peu, malheureusement, je n'ai pas entendu le début de la question. Ma question, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez testé en fait, l'interopérabilité entre Cumulus et d'autres constructeurs? Oui, bien sûr. On a des clients en prod qui le font, c'est testé. Alors, de mémoire, je peux dire que, vous savez, j'avais un slide tout à l'heure avec la configuration très simple de 11 lignes VPN, machin, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont automatiques. Genre des dérivations RT-RD, c'est fait automatiquement. Tout ça pour dire qu'en fait, quand on fait de l'interop avec un autre fabricant, en général, il y a juste cette partie-là à définir manuellement dans la conf, donc les routes target, route distinguisher, pardon. Mais oui, ça fonctionne, bien sûr. On l'a en prod, c'est interop. Ou pas? Pardon? Tu peux me citer quelques constructeurs avec qui ça a marché, testé ça? Ouais, bien sûr, ouais. Bien sûr, Juniper, Cisco, ouais. On a même, enfin, je réfléchis toujours à ces questions-là.
s'il n'y a pas de truc caché, mais non, il n'y a pas de, enfin, il y a pas de, il y a pas de. On a même un article sur le site qui décrit les étapes pour s'interrompre justement. Mais non, on a bien sûr, hein, on a des clients en prod qui le font. Il n'y a pas de. D'accord. Cisco, Juniper, Arista, j'imagine? Ouais. Encore une fois, hein, potentiellement, virtuellement, n'importe quel constructeur, sous réserve qui respecte RFC, les RFC tout simplement, quoi. Mais je suis pas au courant, du moins, en toute transparence, je suis pas au courant j'ai pas vu de case ou de raison particulière qui m'inquiète à ce niveau-là. Ok. Moi, rapidement, une question par rapport au scale. On peut mettre combien de leafs qu'est-ce qui est supporté aujourd'hui? Enfin, jusqu'à combien de Alors, leafs c'est une question qu'on a souvent. Le point de réflexion, ça va être sur le BUM, sur le trafic BUM. C'est-à-dire que, comme vous l'imaginez, donc avec de hardware Meladox, on peut monter dans les tests QA, on peut monter à plus de… Par défaut, le mécanisme de réplication de BUM, d'accord, c'est Ingress Réplication, donc HER. Je dirais entre 100 et 700 VTEP, il n'y a pas de souci, c'est supporté. Quand vous allez avoir VTEP, donc pas forcément Tor, VTEP, tout compris. Maintenant, à partir de ce qu'on va préconiser, nous, ça va être au-dessus de 100 VTEP, on va dire entre 100 et 200, hein. Entre 100 et 200, ce n'est pas des chiffres académiques. Entre cette tranche-là, on va très fortement vous suggérer d'utiliser Multicast pour la réplication du trafic BUM, tout simplement en fait pour des raisons de scale. Parce que par défaut, donc on fait de l'ingress réplication, donc votre paquet ARP, enfin en capsule en VXLAN bien sûr, il est broadcasté partout, du moins répliqué partout. Avec PIM, qui a été implémenté il n'y a pas très, enfin il y a une version en 4.2, c'est ça. On a implémenté PIM Multicast et du coup ça vous permet de scale. Ça vous permet de scale à ce niveau-là sur des grosses fabriques. Et des solutions de type EVPN hiérarchique, c'est-à-dire en multisite, c'est supporté ou pas? En gros. Oui. Ce qu'on préconise, en vrai, comme beaucoup de constructeurs. Alors, c'est un gros débat le DCI. C'est un très gros débat parce que d'un côté, il y a des fabricants de logiciels. Alors, ça, c'est un peu mon opinion, mais enfin. Il y a des gens qui préconisent ça sans trop réfléchir parce que c'est le logiciel qui le réclame ou le software qui le réclame. C'est pas vraiment la question. Ce qu'on préconise, nous, enfin, on le fait, oui. En fait, ce qu'on fait en général, c'est que on va faire sur nos bordures, on va faire des sessions BGP sur nos bordures, intra-DC pour étendre la fabrique VPN. On n'a pas de solution propriétaire comme certains constructeurs ont pour faire des espèces de choses un peu hybrides pour étendre le DCI. Par défaut, en fait, du moins moi personnellement, pour des projets, le DCI, ma question, ça va être est-ce que c'est vraiment obligatoire d'étendre le niveau 2? Est-ce que c'est vraiment est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution en fait? Beaucoup de gens prennent ça pour un standard. Encore une fois, c'est assez, je pense que c'est une conversation assez compliquée. On sait faire, ouais, on peut étendre le niveau 2. VPN, c'est sûrement la technologie la plus propre pour faire ça, je pense. Ça sait le faire. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire systématiquement? Ça, c'est un autre débat. Autre débat. Ouais, exactement. Maintenant, oui, on sait le faire. On peut faire aussi si c'est du niveau 3 entre les deux, on peut faire, comme je disais, comme beaucoup de fabricants font, on fait du multi-hop. On peut faire du BGP multi-hop entre deux fabriques. Et là, vous montez votre session multi-hop et là, vous échangez vos adresses family et vous étendez la fabrique. Mais voilà. Donc, pour répondre, on n'a pas d'espèce de contrôleur hybride un peu bizarre qui fait de la magie. On ne fait pas ce genre de choses là. Donc, on va pas sur du classique, quoi, entre guillemets. Ok. Voilà. Très bien. Je suis vraiment navré pour le temps. Non. J'espère que je n'ai pas trop empiété. Apparemment, il n'y a pas de questions de la part des participants jusqu'à maintenant. Donc, je pense qu'on peut s'arrêter là. Sauf si Hicham il a une question. Mais moi, ça paraît clair.
Non, non, très bien. Enfin, effectivement, c'est vrai que le temps a parti, enfin, il y avait pas mal de sujets intéressants comme le multi-homing, comme la conf, comme les démos, mais bon, enfin, malheureusement, on n'avait pas assez de temps. Mais en tout cas, on a déjà couvert pas mal de points très intéressants. Puis, effectivement, la solution, elle est très simple par rapport à ce qu'on voit chez d'autres constructeurs que je vais pas citer. Donc, en tout cas, merci enfin, pour ce premier aperçu, on va dire, de la solution NVIDIA. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour la présentation. Et puis, on verra si on organise d'autres webinaires sur des thématiques bien spécifiques comme le multi-homing ou le multisite et ainsi de suite. Avec grand plaisir. Merci pour le temps accordé, pour nous donner un petit peu de visibilité. Et n'hésitez pas, il y a un Slack qui est public, qui est Cumulus, il y a FFR qui est ouvert, n'hésitez pas. Et au plaisir pour un autre webinaire. Merci pour votre temps et puis à bientôt. Merci. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.